Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Mystères de l'Histoire. Je suis Jean-Patrick Courtal. Eh bien aujourd'hui, je suis évidemment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Les Mystères de l'Histoire. Et ça y est, ce coup-ci, nous allons partir, nous allons voguer vers des nouvelles voies. On va sortir de l'affaire de Sonnières pour continuer à explorer celle qui serait donc la fameuse affaire de Rennes-le-Château, et en un mot, pour savoir ce que notre ami Béranger Sonnières aurait pu découvrir, si tant est qu'il a vraiment découvert quelque chose, ce qui à mon avis est évident. Rappelez-vous, nous avons terminé nos dernières vidéos sur l'affaire de Béranger Sonnières, où je dis que finalement Béranger Sonnières aurait découvert un document ou un ensemble de documents qui l'aurait profondément bouleversé, des documents qui pourraient être peut-être des évangiles apocryphes ou ce genre de choses. Maintenant, la question est, imaginons qu'en effet, ce soit bien ça, la question que l'on doit se poser, parce que c'est tout à fait légitime de se la poser, c'est comment de tels documents aussi anciens, équivalents à ceux découverts à Nag Hammadi, donc qui remonteraient entre le 1er et le 2e, voire 3e siècle après Jésus-Christ, soient arrivés à Rennes-le-Château. Et ça, c'est ça qui devient intéressant, c'est par quel biais, comment ces documents auraient-ils pu arriver dans cette zone géographique qu'est l'Aude maintenant. Alors la vraie question, il faut bien se dire que au tout début du christianisme, les chrétiens n'existaient pas, soyons clairs. Ce sont des juifs qui vont choisir de suivre la voie de Jésus, qui lui a décidé de réformer plus ou moins la loi juive, enfin la religion juive, pas en se détachant de la loi mosaïque, qu'on soit bien clair. Jésus a toujours voulu suivre la loi juive, comme il le disait. En dehors de la loi, il n'y a pas de loi. La Torah, c'est la loi. La loi, c'est la Torah. Voilà. Donc, il faut être très clair. Pour Jésus, il n'y a pas du tout envie de recréer une religion différente de celle du judaïsme. Donc, pour lui, seule la voie mosaïque est possible. Donc, il va, en revanche, vouloir sûrement réformer cette religion pour la rendre aller peut-être vers quelque chose de plus pur dans son esprit que ce qu'il y avait en son temps, qui était déjà une religion qui partait un peu en quenouille, d'une part avec la relation qu'il y a avec les pays hellénistes et latins, à travers le monde méditerranéen, et que les juifs fondamentaux, si je puis dire, souhaitent revenir peut-être aux sources, et c'est probablement ce que Jésus a voulu faire. Comme on le sait, ça s'est mal terminé pour lui, il a été persécuté, il est mort sur la croix. A-t-il ressuscité ou non, ça c'est encore une autre histoire. Mais pour le moment, imaginons que ces groupes d'individus, ces groupes de juifs réformants souhaitent s'enfuir parce qu'il n'y a pas de débat. Ils sont sûrement persécutés par le monde juif de leur époque, qui lui est très dans le monde, dans le siècle, proche des Romains. Évidemment, ils n'ont pas du tout envie que leurs petites affaires changent. Donc ils vont sûrement pas être très sympathiques avec ceux qui veulent justement revenir à un certain fondamentalisme religieux issu peut-être des bases mêmes du judaïsme. Alors, on va évidemment tout de suite penser à cette fuite de certains membres de la Palestine, de certains juifs qui vont quitter la terre sacrée, la terre sainte, la Judée, la Galilée, tous ces pays qui vont porter cette nouvelle foi qui va monter entre le judaïsme et le futur christianisme. Eh bien, ceux-là vont sûrement s'enfuir, vont partir, et on en l'a déjà évoqué dans les différentes vidéos. Sont-ils partis aux Saintes Maries de la Mer? Évidemment, dans ce cas-là, on peut penser à ces juifs qui veulent quitter la Palestine, la Judée, la Galilée, ceux qui veulent s'enfuir parce qu'ils sont persécutés, et évidemment, vont-ils partir vers la Gaule? Et nous pensons évidemment à Marie-Madeleine, à Saint-Maxime, et puis à Lazare, et les autres compagnons comme Joseph d'Arimathie qui vont probablement la suivre. Et la légende nous dit qu'elle arrive du côté des Saintes Maries de la Mer. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on dit bien que c'est une légende. Et cette légende nous raconte que Marie-Madeleine va donc s'installer dans cette région de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, que nous connaissons tous maintenant, et qu'elle va prêcher le christianisme. Et c'est là où ça devient compliqué, puisque on sait très bien que chez les juifs, et d'autant plus chez les chrétiens, la femme n'a pas le droit de porter la bonne parole, n'a pas le droit à l'apostolat. Et donc c'est là où déjà on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien entre la réalité catholique qui va se construire petit à petit et cette légende. Et en effet, c'est une légende provençale. Et donc, comme le dit d'ailleurs Christian Doumergue dans une émission sur BTLV,
dans laquelle je participais avec lui, où nous traitions de Marie-Madeleine, Christian Doumergue a parfaitement raison de dire, attention, là nous avons bien, dans cette légende, l'imprimature du gnosticisme. Et oui, parce que dans le gnosticisme, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ont le droit d'avoir un apostolat et de prêcher, et d'enseigner la religion. Alors, ce groupe de néo-chrétiens, de juifs exilés, si je puis dire, sont-ils venus dans la région de la Sainte-Baume? Vous savez que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, eh bien, à mon avis, non, pas du tout. Ces gens seront plutôt allés du côté de la région de Narbonne, ce qui tombe un petit peu sous le sens, puisque dans la région de Narbonne, il y avait une forte communauté juive qui était installée à l'époque en Gaule, et donc quoi de mieux que de se cacher au sein de ceux qui sont comme soi pour pouvoir passer le plus inaperçu possible, tout en étant quelque part peut-être un peu aussi en danger, puisque eux, ceux qui se sont enfuis, veulent garder un autre type de judaïsme que ceux qui est pratiqué à leur époque. Alors, ce groupe dissident, on va le dire comme ça, s'est-il enfui, est-il parti se cacher quelque part? Et c'est vrai que c'est là où on revient sur l'affaire de Rennes-le-Château, et donc de celle de Béranger Saunière. Si Saunière a trouvé des documents, imaginons que ces documents étaient apportés par, des juifs réformants, ou voire ce qu'on appelle les paléo-chrétiens, est-ce que ces juifs auraient pu s'installer proche de Rennes-le-Château? Parce que, faut pas se faire d'illusion, si un tel document est arrivé à Rennes-le-Château, il n'a pas pu traverser la Palestine et venir directement à Rennes-le-Château. Il a forcément navigué dans la région. Et maintenant, là, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est y a-t-il eu une communauté juive ancienne dans la région de Rennes-le-Château? Parce que je vous rappelle quand même, quand on est à Rennes-le-Château, on n'est pas si proche de ça de Narbonne. On est dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et c'est vrai que l'intérêt de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est qu'elle est assez difficile à atteindre, si ce n'est que par les voies romaines qui sont installées, qui suivent les crêtes, on va se le rappeler. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est d'aller voir si par hasard, il n'y a pas un lieu du côté de Rennes-le-Château qui pourrait être un lieu suffisamment isolé pour que des juifs réformants, si je puis dire, ou en tout cas qui veulent rester dans un certain type de judaïsme très mosaïque, tout en ayant notre capacité d'intégrer essentiellement les femmes. Est-ce que ce groupe de personnes aurait-il pu s'installer dans cette région, suivant le cachet, tout en étant accessible parce que voie romaine qui permet donc les échanges vers l'extérieur? Eh bien, écoutez, on va pas tourner autour du pot. En effet, il y a proche de Rennes-le-Château un lieu où il semblerait que qu'un clan, un certain groupement de personnes se soit installé, donc des juifs au tout premier siècle, et ce lieu se trouve pas très loin dans le château, puisqu'à vol d'oiseau, j'ai bien vol d'oiseau, il est à 10 km, donc vous voyez que c'est relativement proche. En voiture, il faut quand même pas loin de 50 minutes pour y aller, alors qu'il n'y a que 39 km, mais ceux qui connaissent un peu la région savent très bien que les routes sont plutôt, enlacées, parce qu'il est rare d'avoir des lignes droites. Et donc, on a un certain temps de déplacement. Mais quoi qu'il en soit, à vol d'oiseau, on n'est qu'à 10 km de Rennes-le-Château. Alors, est-ce que je vais vous annoncer un scoop? Est-ce que je vais vous annoncer une grande découverte? Pas vraiment, soyons honnêtes, pas vraiment. Il y a en effet une information qui a circulé dès 2003, aux alentours de Pâques 2003, comme quoi un lieu avait été identifié comme ayant été un lieu ayant probablement reçu, une population juive très ancienne, au tout premier siècle. C'est donc un lieu qui aurait permis à ces gens de s'établir, et en effet, là, on aurait certaines traces archéologiques, et c'est ça qui devient intéressant. Alors, ce lieu, d'autres en ont parlé, que ce soit dans la presse, l'Indépendant, je vous disais, à peu près, c'était au mois d'avril 2003, et je crois que précisément un des articles, c'était le 27 avril 2003, qui parlait de ce lieu. D'autres ont porté cette information, comme Jean-Claude Blanchefort dans son site internet, il a porté cette information, et puis même d'autres, Philippe Brunel, que vous connaissez, qui est un vidéaste extrêmement connu dans l'affaire de Rennes-le-Château, en a également parlé. Sauf que ce qui est amusant, ce qui est surprenant, c'est que finalement, cette information est passée un petit peu, je dirais pas à l'as, c'est pas le bon terme, mais elle est passée sans trop attirer l'attention des passionnés de l'affaire de Rennes-le-Château. Il est vrai que pour moi, cette information a été essentielle parce que, vous l'avez compris, à travers les différentes études que j'ai faites, j'ai pensé, et j'en ai quasiment la certitude, que Seigneur est tombé sur des documents, donc ces documents anciens. Et c'est ça qui m'a permis de faire ce lien avec la probabilité de documents anciens remontant au 1er siècle, et ce lieu qui a été mis en évidence, en avril 2003,
ce lieu où il y aurait eu un peuple, un groupe de juifs assez important. Et maintenant, nous allons parler un peu plus précisément de ce lieu. Alors, je vous invite à me suivre. Hein. On va prendre la voiture ou l'avion, hein, suivant l'hélicoptère, j'en sais rien pour aller plus vite. Et on va se rendre du côté de Chalabre. Hein. Chalabre, c'est pas très loin de Rennes-le-Château. Et plus précisément dans un village qui s'appelle Sonnac-sur-Lers. Et là aussi, nous allons continuer à avancer un petit peu et nous allons aller dans un hameau qui est très joli, qui est très sauvage, qui s'appelle Roubichou. C'est dans ce hameau où une découverte va se faire par le plus grand des hasards. Et tout à l'heure, nous laisserons la parole à l'inventeur, puisque c'est le terme que l'on emploie quand il y a des découvertes trésorières ou archéologiques. Eh bien, il vous expliquera plus précisément, mais je vais rapidement vous brosser la situation. Un ensemble de personnes dans ce hameau ont un amour pour une chapelle qui tombe en ruine, une vieille chapelle qui est là. Et ils décident de se regrouper pour essayer de redresser cette chapelle, tant bien que mal. Et ils vont faire appel à des érudits de la région pour essayer de créer cette restauration d'une façon la plus précise possible et la plus historique possible pour être proche de ce qu'elle a pu être en réalité il y a bien longtemps. Alors cette chapelle, elle est dédiée à Saint-André depuis très longtemps, elle est connue, hein, elle a été bâtie en 1115, on l'a dans des cartulaires de différentes abbayes de la région, elle est connue, donc elle est identifiée. Et il va donc falloir la redresser. Et donc un homme amoureux de sa région et de son hameau, puisqu'il y vit, qui s'appelle Jean-Luc Benet, a décidé de créer une association qui va s'appeler les Compagnons de Roubichou, pour restaurer petit à petit, avec leurs moyens et leurs bras et leur courage, cette chapelle, dont vous allez pouvoir voir au fur et à mesure de cette vidéo différentes photographies et différents éléments. Et vous verrez que le travail réalisé était assez extraordinaire et ce travail va durer quand même quasiment 10 ans. Et puis on dit que le hasard sourit aux audacieux. Alors là, il se passe un événement assez incroyable, puisque à la fin du chantier, hein, ils ont fini de restaurer. La chapelle est sauvée, elle est belle, elle a été reconnue, ils ont fait des travaux extraordinaires, ils ont restauré la toiture d'une façon incroyable, ils ont refait faire des portes dans un bois très ancien, fait par des compagnons du devoir, donc imaginez la qualité du travail, et d'ailleurs vous verrez quelques images, c'est quelque chose d'assez... c'est vraiment un engagement pour ces gens. Donc on arrive à la fin du chantier, il est décidé d'arrêter, il faut donc enlever les outils, nettoyer pour que vraiment la chapelle devienne un lieu de visite, pourquoi pas touristique, parce que aussi le but c'est de faire connaître un peu la région et ses trésors, dont ses trésors archéologiques, comme cette chapelle. Donc un jour, bon, voilà, on arrive au bout, on défait on enlève les différents outils, on enlève les brouettes, on enlève, ces fameuses planches, vous savez, ces planches qui permettent de monter la brouette sur une dénivelée, parce que quand elle est pleine de pierres ou d'autres matériaux pour l'amener à un certain niveau, qu'est-ce qu'on fait ? On met une planche qui s'appuie sur le sol, et puis une autre qui s'appuie peut-être sur un muret pour accéder justement à la partie supérieure. C'est ce que va faire Jean-Luc Benet et ses compagnons. Ils vont donc finir par enlever ça. Et puis, en défaisant cette planche, ils vont découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole, si je puis dire, à Jean-Luc Benet, qui vraiment raconte bien mieux que moi cette fabuleuse histoire et cette découverte assez étonnante. Et nous reviendrons dessus après que vous ayez vu cette petite vidéo qui s'intègre à la mienne. Cette vidéo que j'ai tournée avec David Gallet en juillet 2022. Les images sont de David Gallet. Je le remercie de la qualité de son travail. Et je vous propose de regarder ce petit documentaire qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'a été la découverte de Jean-Luc Benet. Pour faire ces travaux de restauration, nous avions placé un petit chevron, un petit plateau, sur l'entrée de l'église. Lorsque les travaux de la restauration de l'église étant finis, nous avons enlevé ce plateau
Et j'ai commencé donc à creuser les joints, enlever la terre pour mettre le mortier. Donc je me suis mis à genoux, j'ai bien creusé le joint. Et puis à ma grosse surprise, je voyais que, au fur et à mesure que je creusais, je voyais comme des signes, comme s'il y avait des lettres sur ces pierres. Et j'ai creusé bien profond sur 10 cm, je me suis rendu compte que des deux côtés, il y avait des inscriptions. J'étais avec mon employé, j'ai dit, écoute Antoine, regarde, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Donc il s'est baissé, oh, il me dit, on dirait des dessins. J'ai dit, bon, ben moi aussi je vois quelque chose. J'ai dit, bon, ben écoute, va au dépôt à mon hangar qui est à côté, prends la baramine et on va soulever. J'ai mis la baramine sous les pierres et j'ai fait levier. Et là, à ma grosse surprise, j'avais l'impression d'ouvrir un livre. C'est-à-dire qu'il y a une pierre qui s'est levée, l'autre pierre qui s'est levée, et entre les deux, les gens qui avaient mis ces pierres en place, ils avaient rempli d'argile. Et les empreintes des deux pierres étaient sur les argiles. C'était impressionnant. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était gravé, mais sur toutes les longueurs des deux pierres. Il y a des signes comme des tours avec des cercles, il y a des oiseaux, il y a un serpent, il y a une main qui est exceptionnelle dans un de ces cercles, dans un de ces carrés. Je pense que c'est des pierres qui ont été sculptées sur place parce que c'est vraiment le grès du pays, elle a le même grain, la même couleur. Voilà, quand on regarde les pierres qu'il y a à droite à gauche, c'est vraiment les pierres locales, quoi. Hein. Et puis, bien sûr, il y a surtout des inscriptions bizarres, hein, pour moi, voilà. D'après des spécialistes, bon, il y aurait du latin, il y aurait peut-être du copte, il y en a qui parlent de l'araméen, donc c'est assez... on se questionne beaucoup sur ces pierres. Et à ce jour, on n'a aucune réponse, aucun spécialiste ou l'historien nous a dit non mais ça c'est telle langue, ça veut dire ça. On est toujours dans le questionnement. Voilà. Il y a certaines personnes, notamment M. Touché, qui lui nous a fait une étude sur justement les synagogues et il nous disait que peut-être c'était, enfin, d'après lui, ce serait l'emplacement des synagogues, que ce serait du copte, les écritures, enfin voilà, donc il nous avait fait une théorie là-dessus. Ben, mon avis personnel, ben, c'est des pierres anciennes, voilà, qui posent des questions. Et puis j'aimerais bien qu'un jour on me dise, ben voilà, tu as découvert ces pierres, ces signes ou ces écritures, ben ça signifie ça, voilà. Pour moi, ce serait mon Graal d'avoir restauré cette église, quoi. Vous venez de voir l'interview de Jean-Luc Benet que nous avons réalisé avec David Gallet au cours du mois de juillet 2022, fin juillet 2022, puisque le lendemain nous étions à Rennes-le-Château pour la conférence qui allait être donnée à la fameuse salle du Capitole organisée par la mairie de Rennes-le-Château. Vous avez vu que c'est quand même assez incroyable. Quand on dit que le hasard n'existe pas, on peut se poser la question. La découverte de ces deux pierres gravées, est un élément extrêmement intéressant, j'irais dans la construction de l'hypothèse de la découverte d'un document ancien par Béranger Saunière, un document ancien probablement équivalent à ceux de Nag Hammadi, donc écrit par des gens qui vivaient à cette époque-là, et la présence d'un groupement de personnes antiques venant de la Palestine, et donc forcément des juifs, probablement palestiniens, galiléens ou judéens, enfin en tout cas de la région originaire de Jésus. Comme vous l'avez vu, Jean-Luc Benet cite fréquemment un monsieur qui s'appelle Jacques Touchet, qui est celui qui va vraiment mettre la puce à l'oreille de tout le monde, à tout le monde. C'est-à-dire que il est le seul à dire, mais quel a été, je vous ferai voir, vous allez voir l'article qui est diffusé par l'Indépendant le 27 avril 2003, où justement ce Jean-Luc Touchet dit, mais
quel a été l'antijudaïsme qui aurait pu frapper, la région pour dire que ce lieu était un lieu chrétien et catholique. Alors c'est vrai que, rappelez-vous, la chapelle de Robichaud, elle a été construite en 1115. Ça, on en a la trace. Donc entre guillemets, l'arrivée de ces personnes à l'époque des tout premiers siècles, enfin des toutes premières années, je dirais, de ce qu'il est devenu le christianisme, jusqu'à 1115, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé. Et donc pour pour Jacques Touchet, eh bien, pour lui, c'est une synagogue qui était construite à cet endroit-là, et que le haut, de cette pierre qui est découvert, serait un des éléments de cette synagogue. Et ça devient intéressant, parce qu'on voit donc s'il y a une synagogue, c'est qu'on a vraiment des gens de religion juive qui sont très bien implantés. Alors, est-ce que ces personnes qui sont venues de si loin, qui se sont probablement installées dans cette région, ces personnes ont-elles amené un terrible secret avec elles? Ont-elles amené des écrits particuliers? Alors quand je dis terrible, soyons raisonnables. Si nous nous remettons dans le contexte de l'époque et que nous nous rapportons toujours comme référence avec les apocryphes de Nag Hammadi, qui sont des écrits essentiellement gnostiques, donc des tout premiers chrétiens, ces juifs qui vont changer leur façon de penser. Je vous rappelle qu'à l'époque, pour Jésus, il était en dehors, il n'était même pas dans l'idée d'enseigner à ce qu'ils appelaient les gentils ou les goïs, enfin ceux qui n'étaient pas circoncis, donc tous ceux qui n'étaient pas juifs. Pour Jésus, on n'enseignait qu'aux juifs. Donc les gens qui ont édité tous ces textes de Nag Hammadi, qui sont d'une empreinte chrétienne, puisqu'on parle de Marie-Madeleine, on parle de Jacques, on parle de Pierre, donc on est bien sur les évangiles, eh bien ce sont des juifs qui vont écrire ces documents gnostiques. Alors, probablement que, peut-être que ceux qui sont arrivés à Robichaud étaient peut-être justement ces premiers chrétiens, et donc probablement des gnostiques. Des gnostiques qui ont peut-être emmené des documents, ou voire peut-être écrit eux-mêmes des documents, et que peut-être ces documents, amenés dans la région de Rennes-le-Château, ils seraient restés pendant près de 2000 ans, jusqu'à l'arrivée de Bérenger-Saunière. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, peut-on penser que c'est des écrits gnostiques? Parce que, soyons clairs, c'est probablement ça, ces écrits gnostiques, qui vont montrer un autre christianisme, où Jésus est présenté différemment, avec un enseignement très particulier, un enseignement ésotérique, un enseignement exotérique. C'est un enseignement exotérique qui va devenir la quintessence du catholicisme, enseigné à Pierre, alors que l'enseignement ésotérique semble, d'après les écrits de Nag Hammadi, plus réservé à Marie-Madeleine, qui est probablement plus ouverte à la réflexion intellectuelle que ne pouvait l'être Pierre. Eh bien, peut-on penser que ces documents, qui sont peut-être identiques à ceux qui étaient amenés à Robichaud, ont pu rester dans cet endroit pendant très longtemps? Évidemment, ce document n'a pas pu rester à Robichaud, ils ont dû circuler, et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que par la suite de nos réflexions, de nos études, nous allons essayer de comprendre peut-être ce qui s'est passé à travers les siècles avec l'arrivée de ces documents. Alors, qu'on soit bien clair dans ma démarche, je ne dis pas que Robichaud est le lieu où tous les documents gnostiques arrivant en Gaule sont arrivés. Loin de moi cette idée. Je pense que, à travers les siècles, plusieurs documents gnostiques ont continué à circuler en Gaule, malgré l'acharnement qu'a eu Irénée de Lyon et ses successeurs par la suite, pour essayer de détruire et de supprimer toutes les traces d'un christianisme différent que celui du catholicisme. Et c'est pour ça que par la suite, nous allons pouvoir réfléchir à d'autres pistes extrêmement passionnantes et intéressantes, et en l'occurrence, sur la région de Rennes-le-Château, parce que ce document qui est peut-être arrivé à Robichaud par le biais des gens qui étaient là, parce que ces gens qui sont arrivés à Robichaud ont probablement été une graine qui, par la suite, a créé un bel arbre. Cette graine a peut-être été jusqu'à transformer, peut-être sans le savoir, parce que l'idée n'était pas la leur, de transformer carrément cette région, cette Occitanie, qui va devenir relativement hérétique à travers les âges et à travers le temps. Et puis, tous les autres documents, qui ne sont pas forcément issus de Robichaud, mais qui ont pu être apportés aussi par d'autres, à travers les errances de ceux qui ont fui le catholicisme, qui ont voulu se cacher pour rester sur la religion primaire, qui était peut-être le gnosticisme. Peut-être que d'autres documents ont transpiré dans d'autres cercles, dans d'autres mouvements,
dans d'autres mouvements, je dirais, presque intellectuels de l'époque, et qui se cachaient derrière un certain ésotérisme pour empêcher l'accès à la connaissance de ceux qui ne pouvaient peut-être ne pas la mériter. Et là, je pense à certains ordres de moines soldats, et évidemment, vous me voyez arriver, quand je pense à ces moines soldats, je pense en premier lieu eh bien, à l'ordre du Temple et aux Templiers. Et ça, ce sera une des études que nous allons mener. Ce que je voulais aujourd'hui vous présenter, c'est cet étonnant lieu qui est Robichou, qui est un lieu magnifique, qui est un lieu qui doit être respecté, car les gens qui, je dirais, se sont investis longtemps dans ce lieu, souhaitent que ce lieu reste pas vierge, puisque le terme n'est pas possible, mais en tout cas respecté. Ça, c'est clair, que si jamais vous vous rendez par là-bas, si vous rencontrez Jean-Luc Benet, c'est un homme charmant qui saura sûrement vous accueillir avec la gentillesse que nous lui connaissons. Mais en tout cas, il faut parfaitement bien respecter ce lieu. Il est hors de question d'aller faire des trous. Il n'y a rien à trouver. Tout a été trouvé. Et ces deux pierres-là sont particulièrement étonnantes et magnifiques. Et vous pourrez en effet voir, je dirais, différentes photos de ces pierres avec différents détails sur le site Les Mystères de l'Histoire, à l'adresse internet que vous pouvez voir maintenant en dessous. Donc là, nous sommes déjà, voilà, nous sommes passés dans une autre étape de nos échanges, de nos recherches. Nous allons continuer à travailler sur la piste de ces documents, donc celui de la région audoise, probablement issu de Robichou, qui a circulé par plein de biais et plein de méandres incroyables de l'histoire pour arriver finalement jusqu'à Rennes-le-Château, si c'est tant est que ce soit vraiment celui-là, en tout cas l'hypothèse est là, et peut-être d'autres documents qui sont passés par ailleurs et qui sont tombés dans les cercles ésotériques cachés de l'époque. Et je vous parlais des moines soldats, mais peut-être y en a-t-il aussi d'autres. Nous reviendrons dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir intéressé. Vous voyez qu'on est sorti un peu de Rennes-le-Château, mais on reste toujours dans la région. Et quand je vous disais que pour moi la Ferssonnière était un peu close, entre guillemets, et que celle de Rennes-le-Château ne l'était pas, regardez les pistes que ça nous ouvre. Je vous parlais de la pointe d'un iceberg. Je crois qu'on n'imagine même pas la taille de l'iceberg qui est juste en dessous de la surface. Voilà, je voulais vous faire découvrir ce lieu, Robichou. Je tiens encore à remercier Jean-Luc Benet et son neveu, Damien, de nous avoir accueillis, David Gallet et moi-même, pour ce tournage. Ce sont des gens absolument charmants. Je les salue. Je vous dis à vous tous, écoutez, comme je vous estime, merci à vous de suivre mes travaux. J'espère que nous allons continuer à travailler ensemble pendant encore quelques temps. Et je vous dis donc à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous estime.